Suite, mon ami. Excellente idée, effectivement. Ben, bonsoir tout le monde encore une fois. Ah, je vais te laisser, Nathalie, faire la présentation de l'Amérique du Sud. Et bon point, Nathalie, parce que les gens peuvent quand même aussi s'enlever du on-mute en bon français, du mode sourdine à la fin pour pouvoir poser des questions. Si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, à la fin, on les prendra pour bien s'assurer de répondre. Alors, Nathalie, je te cède le plancher pour cette Parfait. magnifique croisière. Merci beaucoup, France. Alors, comme France l'a dit, je suis Nathalie Lessard, je suis l'accompagnatrice de ce merveilleux voyage que j'ai fait. Ça fait quand même assez longtemps, donc je suis très, très contente de pouvoir refaire ce beau voyage-là. Comme France l'a dit, à la fin de la présentation, il y aura un temps pour les questions, mais je vous conseille de le mettre dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat, puis on va pouvoir les voir à la fin de la présentation si vous avez des questions. Et aussi, on pourra ouvrir, vous pourrez ouvrir votre micro pour les questions. Alors, je commence tout de suite. J'espère que vous avez déjà vu le flyer sur l'Amérique du Sud où on vous donne les dates du 24 février 2026 au 15 mars 2026. Faites attention, il y a deux flyers, deux pamphlets, dont un qui n'avait pas encore les vols. Donc, assurez-vous que ce soit le bon que vous regardez. Celui que j'ai mis à l'écran, c'est celui incluant les vols avec Air Canada. Alors, je vais tout de suite commencer avec le navire. Je ne parlerai pas longtemps du navire parce qu'on a quand même un bon itinéraire de 14 jours à présenter, mais je tiens à en parler un tout petit peu parce que c'est sur Celebrity. C'est la classe Solstice. Alors, vous voyez sur l'écran le Equinox et c'est celui-là sur lequel on va naviguer pour cette superbe itinéraire. Moi, j'adore cette catégorie-là. L'équinoxe a été mis en mer en 2009, mais il était complètement rénové en 2019. C'est pas un méga ship comme ceux qu'on construit aujourd'hui. Il y a une capacité là, de 2850 passagers, donc une belle grosseur avec des belles. Vous voyez ici les aires publiques. Il y a toujours le Land Club à l'extérieur où il y a du vrai gazon. On sent vraiment on peut être à l'extérieur sur ce navire-là. Vous voyez aussi la grande terrasse du restaurant buffet. Il y a une piscine intérieure. C'est important parce que je vais vous parler de la température. Il va faire chaud, mais il va faire froid aussi. Donc, c'est bien qu'il y ait une piscine intérieure. Puis on voit la photo à gauche en bas, le fameux Observation Lounge qui est magnifique et la salle de spectacle. Ce que j'aime beaucoup sur ce navire-là, c'est la salle à manger. Vous la voyez en haut à gauche. Elle est tout blanche avec une immense tour à vin. Très, très beau. Les aires publiques sont magnifiques. L'endroit le plus populaire est certainement le bar glacé du Martini Bar où on vous fait des spectacles comme ça. Là, ça, c'était vraiment nos verres à nous. Et vous voyez bien que le bar est complètement gelé. C'est vraiment un endroit très agréable. Et même si vous n'aimez pas les martinis, je peux vous garantir qu'avant la fin de la croisière, on va en trouver un que vous allez aimer. Alors encore là, on vous montre des photos des espaces publics sur le fameux Celebrity Equinox. Et les restaurants à la carte, bien sûr, vous savez, les restaurants buffets, la salle à manger principale est inclus, mais il y a aussi des restaurants de spécialité avec des suppléments. Il y en a trois en particulier, il y en a beaucoup plus, mais le Murano, qui est un restaurant haut de gamme français, le Tuscan Grill et le Petit Chef, qui est une expérience très agréable, multimédia. C'est vraiment, les gens adorent ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer les cabines qu'on a en allottement dans ce groupe-là. Bien sûr, on a les cabines balcon. Les V2 et les C2, vous allez voir qu'il y a aussi concierge. C'est quoi concierge? C'est exactement la même cabine que vous voyez là, la même taille, même aménagement intérieur, mais la concierge a une expérience un petit peu plus haut de gamme grâce à ses services d'inclusion. Il y a des petites inclusions de plus et surtout son emplacement privilégié. On a également des cabines extérieures avec un grand hublot et des cabines intérieures.
Je vous parle des cabines. On a déjà 19 personnes de vendues sur ce départ-là. Il m'en reste dans toutes les catégories, mais où ça devient un petit peu pressant, c'est qu'à partir du 16 septembre, Celebrity vient reprendre nos cabines qui ne sont pas vendues. Alors, c'est important, si vous êtes intéressé, il faut vraiment communiquer avec votre conseillère en voyage le plus rapidement possible pour avoir de l'espace. Alors, je commence vraiment avec le voyage. Les vols du 24 février au retour 14 mars, c'est avec Air Canada. Au départ de Montréal, le groupe est au départ de Montréal via Sao Paulo, et on arrive à Buenos Aires le lendemain. Ce qui est le fun avec Air Canada, c'est que vous soyez de Québec, de Ottawa ou peu importe, il est possible de faire le vol interne, soit Québec-Montréal, pour un frais qui a quand même de l'allure avec Air Canada. Ça, il faut voir ça avec votre conseiller en voyage. Ça se fait très, très bien. Il y a déjà des gens qui l'ont fait là, pour ce départ-là. Et le retour se fait toujours via Sao Paulo. Alors, on arrive à Buenos Aires. Avant de parler de chaque endroit où on va visiter, je veux parler du caractère très différent de cette croisière-là. Moi, cette croisière-là, je dis tout le temps, c'est comme plusieurs croisières mêlées dans la même croisière. On voit des grandes villes, des grands paysages, on va faire de la navigation, on va voir des fjords, on va voir des glaciers, on va passer un canal, le canal de Beagle. On va passer complètement le détroit de Magellan. On va aller à des endroits qui ressemblent à Saint-Tropez. Alors, vous allez voir là, tout au long de la présentation que cette croisière-là, elle est vraiment exceptionnelle. Alors, on commence dans la grande ville de Buenos Aires, qui est souvent appelée le Paris de l'Amérique du Sud. Elle est très au sud, hein, pour vous donner une idée, là. Elle est très au sud de l'équateur. En fait, elle est plus proche de l'Antarctique que de l'équateur. Il y a 12 millions d'habitants à Buenos Aires. Les porteños, hein, les gens de Buenos Aires, on les appelle les porteños. Ce sont des Espagnols et des Italiens. Ils sont latinos, ils ont beaucoup le cœur à la fête. Il y a deux passions pour les porteños, le tango et le foot sont souvent comparés, comme je vous disais, à la ville de Paris. C'est très culturel, beaucoup de musées, beaucoup de galeries d'art. Nous, ce qu'on va faire en arrivant, bien sûr, on arrive là en fin de journée, donc on va se rendre tout de suite à l'hôtel. Et l'hôtel que j'ai sélectionné, c'est l'hôtel Kenton Palace. Il est un 4 étoiles exceptionnellement bien situé. Il est vraiment à proximité de la Plaza de Mayo, très, très bien situé. C'est bien parce qu'on va avoir une journée libre, je vais vous en parler. Donc, c'est pour ça que je voulais m'assurer que l'hôtel soit très bien situé. Vous voyez ici, on peut marcher jusqu'à la Plaza Mayo, qui est la place principale. Ça prend grosso modo là, 5 à 10 minutes selon votre vitesse de pas, là. Mais c'est très, très, très pratique et très bien situé. Le lendemain, eh bien là, ce que j'ai décidé de faire, soit que je faisais parce qu'on est là 3 soirs. Alors, le soir qu'on est arrivé, on a fait dodo. Le lendemain, on a une journée, on dort là. Le lendemain, on a une journée libre avec un souper tango. Et le lendemain, on embarque sur le navire. Soit je faisais 2 demi-journées et les après-midi libres. À chaque fois que je fais ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps libre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai condensé la visite dans une journée complète au lieu de faire 2 demi-journées. C'est une grosse journée pour découvrir Buenos Aires au complet. On va visiter vraiment tout ce qu'il y a à voir. Plaza Mayo, Casa Rosa, l'avenue du mois de mai, du 9 juillet, San Telmo, tous les quartiers, le cimetière. On va vraiment voir tout ce qu'il y a à voir, bon, en tout cas, tout ce qui est important de voir dans cette journée-là, et ça inclut le lunch. Alors, on va commencer avec la Plaza de Mayo, qui est la plus ancienne place publique de Buenos Aires. La place tire son nom à cause de la Révolution qui a eu lieu le 25 mai 1810, qui a vraiment marqué le début de l'indépendance de l'Argentine vis-à-vis l'Espagne. Elle est considérée comme le centre politique. C'est vraiment le cœur
politique, historique, culturelle de l'Argentine. On voit la pyramide dans le milieu, c'est le premier monument national qui a été érigé en 1811 et elle est encore très, très belle. Sur la Plaza Mayo, on peut voir la Casa Rosada, le siège du gouvernement national, célèbre parce qu'elle est toute de rose. Et vous avez reconnu, j'espère, dans la photo de droite, Eva Perón, Eva Duarte Perón, qui est mieux connue sous le nom de Evita. Elle a prononcé beaucoup de discours depuis ce balcon-là qu'on voit sur la Casa Rosada. Eva Duarte Perón, hein, vous la connaissez, elle était issue d'un milieu très, très modeste. Elle part à Buenos Aires à peu près 15 ans pour devenir, elle, son rêve, c'était de devenir une actrice. Elle est devenue actrice. Elle a rencontré Juan Perón, qui est devenu président en 1949. En tant que première dame, elle joue un rôle vraiment politique majeur. Elle défend comme elle venait d'un milieu modeste, elle a vraiment défendu les classes moyennes. Elle a aussi lutté pour les droits des femmes. Elle l'a obtenu en 1947. Elle est décédée très jeune, à 33 ans, d'un cancer, mais on a quand même il y a eu la création de la fondation Eva Perón pour les œuvres sociales. Alors, c'est vraiment une personne très, très importante dans l'histoire de Buenos Aires. Sur la Plaza Mayo, on voit aussi la Banque nationale de l'Argentine. On va voir si vous regardez à gauche, vous avez le Cabildo, le premier parlement qui est maintenant un musée. Et à droite, c'est la cathédrale métropolitaine, le lieu où le pape François officiait avant son élection. Alors, on pourra voir tout ça sur la Plaza Mayo. Ensuite, on va se diriger vers la Plaza de la République. Quand je vous dis que c'est une grosse ville qui ressemble à Paris, vous voyez ici, ça fait penser un petit peu aux Champs-Élysées avec l'obélisque au milieu. L'obélisque de Buenos Aires, c'est la structure monumentale située au cœur de la ville. Elle est à l'intersection de l'avenue Corriente et du 9 juillet. La rue du 9 juillet là, est souvent considérée comme la plus large au monde. Vous voyez, il y a 16 voies de large. L'obélisque en plein milieu marque l'endroit où le drapeau national argentin a été hissé pour la première fois dans la ville en 1812. Alors, c'est un endroit névralgique, c'est un endroit très, très important pour les gens de Buenos Aires. Et vous voyez ici d'autres photos qui vous montrent l'ampleur de cette rue du 9 juillet. Ensuite, on va se diriger vers le quartier La Boca. Là, on passe d'un extrême à l'autre. C'est complètement le contraire. Un beau petit quartier animé avec des petites maisons, toutes sortes de couleurs. D'ailleurs, ce quartier-là, la rue du quartier de La Boca, le plus populaire, c'est le Caminito, une rue célèbre pour ses maisons que vous voyez là, toutes sortes de couleurs vives et ses artisans locaux. On va aller se promener, c'est très, très, très agréable. Et il n'est pas rare de voir tourner un coin et des gens qui s'adonnent à danser le tango dans la rue, bien sûr avec le petit chapeau, mais ce sont des spectacles très, très, très de qualité, là. C'est dans la rue, mais c'est du tango de rue. C'est très, très, très agréable dans ce quartier-là. Dans ce quartier-là, on retrouve aussi le fameux stade La Bombonera, qui est le temple du football argentin où jouait Diego Maradona. Bien sûr, on ne visite pas le stade, mais pour les gens qui veulent peut-être le voir, le visiter, ce sera peut-être possible de le faire dans votre journée libre. Ensuite, on va se rendre dans le quartier à la mode Recoleta. C'est un quartier résidentiel haut de gamme, calme, verdoyant. Il y a beaucoup de bâtiments historiques, des cafés, des galeries d'art, des boutiques de luxe. Le soir, ça devient quand même assez animé. Mais nous, ce qu'on va aller voir, c'est le fameux cimetière de Recoleta
Ou bien sûr, c'est un cimetière à visiter, c'est un des plus beaux de l'Amérique du Sud. C'est un musée à ciel ouvert avec ses mausolées en marbre, ses statues impressionnantes. C'est là d'ailleurs que la tombe d'Evita Perón et d'autres figures historiques d'Argentine se retrouvent. Il a été fondé en 1822, alors c'est vraiment une très très belle visite, même si c'est une visite d'un cimetière. Alors, vous voyez, c'est une journée assez remplie. Le lendemain, on a complètement la journée libre. Et j'ai fait ça parce que des fois, les gens veulent soit visiter des musées, des galeries d'art. Il y a possibilité d'aller visiter des vignobles argentins, de la visite du Mendoza, hein, si vous aimez le Malbec argentin. Alors, il y a possibilité de faire toutes sortes de choses, comme je vous ai parlé du stade de football. Bien sûr, moi, je vais vous offrir des promenades ou des visites que vous pourrez faire avec moi, mais c'est une journée libre pour faire ce que vous avez envie de faire. Et le soir venu, inclus dans votre forfait, là, on ira au café El Café de Los Angelitos. C'est un souper spectacle tango, mais moi je l'ai fait, j'en ai fait plusieurs et celui-là, c'est celui que j'ai choisi. Il a été fondé en 1890. Il a été fermé en 92 après un effondrement et il a été reconstruit en 2007 avec le souci de garder le décor, l'édifice original. Et moi, ce que j'aime, ce n'est pas qu'un spectacle de tango avec des costumes, c'est vraiment l'histoire du tango. Alors, on voit toute l'évolution, toute l'histoire du tango, des robes, des habits, du tango de rue jusqu'au tango d'aujourd'hui, qui est très, très, très à jour, très moderne, avec de la vraie musique. Vous avez, vous le voyez dans la photo, les gens, les musiciens qui jouent live. Alors, c'est vraiment une très, très belle soirée. Alors, voilà pour nos 3 jours, nos 3 nuits à Buenos Aires. Et ensuite, on embarque sur le navire. Et je veux vous montrer la carte parce qu'elle est un petit peu différente de peut-être les Amériques du Sud que vous avez vues les dernières années. Parce que depuis à peu près 2, 3 ans, l'itinéraire a changé avec Celebrity et les autres compagnies aussi. Alors, on part de Buenos Aires. On s'en va du côté de Montevideo. Ensuite, on va descendre vers Port Stanley, aux îles Malouines. Et finalement, on se rend au fameux Cape Horn. On passera la Terre de Feu pour aller à Ushuaia. On va faire tout le détroit de Magellan au lieu de monter vers Santiago et Valparaiso. On traverse tout le détroit en passant par Punta Arenas. On va revenir vers Puerto Madrid pour finir à Punta del Este et revenir à Buenos Aires. Il y a des gens qui me demandaient pourquoi on ne remonte pas du côté du Chili et terminer à Valparaiso. Il y a eu une montée de violence de ce côté-là et il y a beaucoup de compagnies maritimes qui préfèrent ne pas débarquer ou embarquer euh, de Santiago de Valparaiso. Donc voilà, c'est un petit mot sur le pourquoi. Alors, commencez avec Montevideo. C'est pas très loin de Buenos Aires, là. Pouit, 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 on arrive à Montevideo, la capitale et la plus grande ville d'Uruguay. Nous, là où le navire arrive, c'est vraiment très près de la vieille ville. Le port, là, ça se marche. Mais d'ailleurs, habituellement, il y a des petites navettes qui nous amènent du navire jusqu'à la place de l'Indépendance. Il y a un grand, grand marché près du port. C'est vraiment impressionnant. On va faire un beau petit tour de ville à pied, là. Dans Montevideo. Les gens qui voudront pourront faire d'autres excursions que ceux que je pourrais proposer, mais c'est vraiment là de se promener dans cette belle petite ville et d'essayer la fameuse sandwich Chivito, qui est une sandwich de steak. Bien sûr, la viande est très, très, très populaire en Amérique du Sud. Donc, la sandwich Chivito, c'est un steak, un œuf frit et du fromage. C'est délicieux. Et bien sûr, on pourra voir ces fameux gauchos. Ces gauchos qui sont des cow-boys de l'Amérique du Sud. Il y a possibilité aussi d'aller visiter une estancia.
Ou encore, si vous voulez, juste à la place centrale, il y a le musée des Gauchos qui est très, très, très intéressant. Bien sûr, si vous allez voir les Estancia, vous allez voir ces fameux chevaux argentins ou de l'Uruguay. Et aussi, je vais vous parler un petit peu parce que vous allez en voir partout de ce fameux maté, également connu sous le nom de yerba maté. Vous allez voir, là, les gens pensent que c'est chose du passé, que c'est que les personnes âgées qui boivent ça. C'est pas vrai, vous allez en voir partout. Les gens traînent leur fameux thermos avec leur maté dedans. Et ils ont, bon, peut-être qu'ils sont plus en bois comme ça, là, mais ils ont toujours leur contenant parce que c'est la paille qui fait le filtrage du maté. Alors, ils ont toujours cette espèce de paille qui filtre. Et il paraît que c'est très, très bon pour perdre du poids. Alors, j'imagine que c'est pour ça qu'ils le font encore. Vous allez voir, les gens sont assis à la plage, ils ont leur thermos de maté. Vous allez les voir à l'arrêt d'autobus avec leur thermos de maté. C'est vraiment très, très populaire. Fait que je vais essayer, là, on va se trouver un temps pour goûter à ce fameux yerba maté. Ensuite, on se dirige vers Port Stanley. C'est pas tous les itinéraires qui vont aux îles Malouines. Vous avez peut-être entendu Falkland Island. C'est vraiment un territoire britannique outre-mer. La capitale est Port Stanley. C'est une petite île. Il y en a plusieurs îles, mais Port Stanley, c'est la capitale. On va pouvoir, vous voyez, on arrive là. On va faire une belle visite du centre-ville. Vous allez voir justement que ça paraît que ça appartient aux Britanniques, hein, avec les belles, les semblants de cabines téléphoniques, hein, parce que ça n'existe plus bien des cabines téléphoniques. Et vous voyez, si vous regardez la photo de droite en bas, vous voyez la Christchurch, la cathédrale Christchurch. Et si vous regardez comme il faut, vous voyez des ossements qui fait une arche. C'est fait avec les os de mâchoire de baleine. Alors, c'est très, très, très impressionnant. Il y a aussi le musée des îles Malouines pour découvrir l'histoire locale, parce que vous savez, il y a eu la guerre des Malouines. Bien sûr que les Argentins veulent prendre la possession des îles Malouines. Donc, il y a eu vraiment la guerre des îles Malouines. Donc, le musée, c'est très impressionnant. Il y a aussi une belle plage tout près du port où on peut voir des manchots de Magellan. Alors, ce sera une belle, belle journée aux îles Malouines. Ensuite, bien, c'est une journée de navigation parce qu'on ne peut pas débarquer sur le Cape Horn. Le Cape Horn, c'est vraiment un cap à l'extrémité de la Terre de Feu. C'est vraiment au bout de la Terre de Feu. C'est un gros rocher où se rencontrent l'océan Atlantique et Pacifique. C'est vraiment le point le plus austral de l'Amérique du Sud. Vous avez sûrement déjà entendu parler du phare du bout du monde, du roman de Jules Verne. Eh bien, moi, ce qui m'a... bon, j'espère qu'on va le voir comme ça, là, sous le soleil. Moi, voici comment je l'ai vu, mais c'était très, très, très impressionnant. Et pour moi, ça n'a pas brassé beaucoup parce que vous avez sûrement déjà entendu parler des histoires d'horreur du temps, parce que c'était la navigation était plus compliquée entre les deux océans. Alors, pour nous, c'était très, très, très tranquille, mais on a vu le fameux phare du Cape Horn. Et moi, l'histoire qui m'a... c'est l'histoire sur le gardien du phare du bout du monde présentement. C'est José Luis Luarte qui habite là avec sa femme, ses deux enfants et son chat. Il vit sur l'île Hornos où se trouve le fameux phare. Ça fait en fait depuis novembre 2022 qu'il est là.
puis il est en poste jusqu'au mois de février 2026. Ils sont complètement isolés du monde. Ils font l'école, les enfants font l'école par téléconférence. Ils ont des provisions qui arrivent à tous les 60 jours seulement. Alors, c'est très, très, très impressionnant. Je voulais vous en parler un petit peu parce que on n'en parle pas tant que ça pendant la croisière, puis je trouve que c'est un fait très, très intéressant si vous voulez aller lire sur le fameux gardien du bout du monde. Ensuite de ça, après avoir navigué, parce que comme je vous ai dit, c'est une journée de navigation, on se promène. Bon, je veux vous donner un petit peu la différence entre c'est quoi une journée de navigation et une journée en mer. Journée en mer, c'est qu'on profite du navire et vous allez voir que sur le Celebrity Equinox, il y a plein, plein, plein d'activités si vous voulez vous reposer. C'est une croisière de 14 nuits, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a 5 journées en mer. Alors, c'est très bien. Entre chaque endroit, on peut se reposer, on fait une excursion, une journée d'après, on profite du navire. Alors, c'est vraiment agréable. Et il y a 2 journées de navigation. Quand on parle de navigation, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et le capitaine et moi-même, c'est vraiment mon rôle, c'est de vous dire à quelle heure environ on devrait voir les choses. OK? Alors, quand on va être au Cape Horn, c'est une journée de navigation. On va vous dire quand il faut sortir dehors, mettre notre tuque et tout ça. Alors, voilà. Ensuite, après avoir fait la journée de navigation, on va se diriger euh, à la ville la plus au sud, la capitale de la Terre de Feu, Ushuaia. Ushuaia, vous voyez les photos ici, il est vraiment entre montagne et le canal de Beagle. J'aime bien la photo à droite en bas, c'est le bureau de poste du bout du monde. Quand je suis allée, je me suis posté à moi-même une carte postale, je ne l'ai pas encore reçue. C'est loin le bout du monde. Alors voilà, quand je vous dis que Ushuaia est entre mer et eau, vous le voyez ici. Il est en fait, Ushuaia est entre le canal de Beagle et le mont Martial. Le mont Martial, c'est le dernier pic de la cordillère des Andes. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu parler de la prison de la fin du monde. C'est une ancienne prison de la ville d'Ushuaia qui est dans le sud de l'Argentine, qui était en service de 1904, je crois, à 1947. Alors, quand on va être à Ushuaia, c'est de là qu'on pourra faire l'excursion vers la Terre de Feu. Je vais expliquer c'est quoi la Terre de Feu. Vous le voyez ici, je vais essayer, j'espère que vous voyez ma petite j'espère que vous voyez mon curseur. D'un côté, en fait, vous voyez le détroit de Magellan, c'est ce qui finit la terre ferme. Tout le reste, ce sont des îles, et c'est ça, la Terre de Feu, qui est séparée en deux entre le Chili et l'Argentine. Alors, nous, on va partir de Ushuaia, hein, qui est ici, et on va se rendre dans le parc de la Terre de Feu. C'est à peu près là, à 11 kilomètres de Ushuaia. On va prendre le train du bout du monde. Alors, vous voyez, quand je suis allée, c'est un train qui servait à apporter, à transporter les prisonniers du pénitencier vers les forêts où ils faisaient la coupe de bois. Il était complètement réhabilité en train touristique dans les années, je pense, 90, avec des wagons modernes, mais avec un style ancien. Puis, on a des écouteurs, puis il nous raconte l'histoire, on va avoir des beaux paysages. On commence à la station de la fin du monde. On va se promener dans la vallée du fleuve Pipo, des forêts subantarctiques, des tourbières, des ruines historiques. C'est vraiment très, très agréable de se promener dans le parc de la Terre de Feu. On va aussi voir le bout de la route 3, cette fameuse route panaméricaine. On voit vraiment le bout de cette route-là. On peut voir des chevaux sauvages, à l'état sauvage, dans le parc de la Terre de Feu. Quand on revient, on repart de Ushuaia,
on part dans le canal de Beagle pour se rendre jusqu'au détroit de Magellan. Et c'est là qu'on entre dans les fameux fjords chiliens. Alors, ça ressemble au fjord de la Norvège. Quand je vous ai dit qu'on fait une croisière et qu'on voit toutes sortes de paysages, on peut penser qu'on est en Alaska, on peut penser qu'on est dans les fjords de la Norvège, mais non, on est dans les fjords chiliens et on va voir quelques glaciers comme ça tout au long de la route. Et ça, c'est moi qui vais vous dire vers telle heure, là, sortez sur votre balcon ou allez à l'Observation Lounge ou sortez dehors. Faut voir ça. Alors, c'est de toute beauté, c'est magnifique. Et une fois qu'on a passé tout ça, on arrive dans le fameux détroit de Magellan. Je vous ai mis ici une photo pour le détroit de Magellan. Alors, vous voyez ici complètement en bas le Cape Horn. Vous voyez Ushuaia. Et ici, c'est le canal de Beagle. On va passer les fameux fjords et on va entrer dans le détroit de Magellan pour traverser complètement de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. En fait, c'est comme faire le canal de Panama, mais dans un détroit fait par la nature et non fait par l'homme. Ce détroit-là a été découvert en 1520 par un explorateur portugais, Ferdinand Magellan, c'est pour ça qu'il porte ce nom-là. C'était vraiment l'alternative au Cape Horn, parce que pendant des siècles, le détroit a été une voie maritime cruciale, permettant aux navires d'éviter le passage qui était très dangereux du Cape Horn dans ce temps-là avec la météo extrême qu'on peut retrouver des fois du côté du Cape Horn. Le détroit s'étend là, de 570 kilomètres, puis il est vraiment caractérisé par des canaux étroits, des fjords, des îles, des côtés accidentés. Le détroit est des fois parsemé de petites îles un petit peu partout, des canaux qui offrent des vues magnifiques sur la Patagonie, parce que d'un bord, quand on regarde le côté du continent, c'est la Patagonie. Et en bas, c'est la terre de feu. Donc, on a vraiment des paysages des deux côtés. Tout au long du détroit, on pourra voir plusieurs choses. Des montagnes, des forêts fluviales, euh, des, des, euh, qui donnent. Des fois, c'est très, très, très brumeux. Ça donne vraiment une atmosphère mythique. Mais ce qu'on va voir surtout, c'est la faune marine avec ses baleines franches australes, des dauphins, des phoques, des otaries. Ces mammifères marins-là, on les voit fréquemment dans les eaux poissonneuses du détroit, surtout en saison migratoire. Et c'est quand ça, la saison migratoire? C'est de décembre à mars. Ça tombe donc bien, c'est pendant qu'on est là. Donc, on a de très, très, très bonnes chances d'en voir. Par contre, c'est pas un zoo, donc c'est pas garanti, mais on a des bonnes chances d'en voir. Il y a aussi les manchots de Magellan. Et là, je crois que vous les avez vus depuis quelques diapositives, sur quelques diapositives, et vous allez en voir aussi. Il y a des possibilités de voir les manchots de Magellan un peu partout sur cet itinéraire-là. Dans les excursions, parce que comment ça fonctionne, une fois que je vais avoir tout mon monde, je vais vous faire une offre plus près du départ, là, je vais vous faire une offre d'excursion facultative privée pour notre groupe. Donc, je vais en choisir une à chaque part d'escale. Par contre, je ne ferai pas les manchots partout où on peut les voir. Je vais en faire à un endroit. Puis si vous, vous avez décidé de faire autre chose, ben, je vais pouvoir vous indiquer où on peut les voir aux autres parts d'escale aussi. Mais dans le détroit de Magellan, c'est vraiment sur l'île de Magdalena qu'on peut voir les manchots de Magellan. On risque peut-être d'en voir juste en traversant le détroit, mais c'est beaucoup plus difficile. On risque aussi de voir les éclaireurs, ces pics de Magellan avec la tête rouge ou des condors. Il y en a beaucoup dans cette région-là. Alors, comme vous pouvez voir, quand on dit la navigation, c'est ça, c'est qu'il y aura plein de choses à voir tout autour pendant la journée de navigation. En plein milieu du détroit de Magellan se trouve une petite ville qui s'appelle Punta Arenas et ça, ce sera un escale. On est du côté de la Patagonie chilienne.
au milieu de nulle part, hein. Punta Arenas là, est vraiment coincée entre la cordillère des Andes, qui termine la Patagonie, et le détroit de Magellan. Donc, elle se retrouve vraiment isolée du reste du Chili. C'est très, très, très espagnol. Il n'y a pas beaucoup d'anglais. Très typique comme endroit. Moi, j'adore cet endroit-là. Donc, de là, ceux qui voudront pourront faire la visite de l'île de Magdalena pour aller voir ces fameux manchots. Sinon, on va faire une belle excursion dans la petite ville. On ira à la Plaza Munoz, qui est très, très beau. C'est le cœur de la ville. Tous les bâtiments principaux sont autour de la place Munoz. Et en plein milieu, vous voyez ce fameux monument dédié à Ferdinand de Magellan, une statue de bronze en plein cœur qui rend hommage à l'explorateur. Puis elle a été inaugurée en 1920. Imaginez-vous, pour commémorer les 400 ans de son passage dans le détroit de Magellan. Donc, ça fait longtemps. Dans la visite, il y a aussi possibilité d'aller voir le mansion de Sarah Brown. C'est qui Sarah Brown? C'est une femme qui est née dans l'Empire russe. Elle a immigré avec sa famille à Punta Arenas en 1874 pour fuir les persécutions contre les Juifs. Avec l'aide de son frère, elle a fondé la Société d'exploitation de la Terre de Feu en 1893 pour se lancer dans l'élevage du mouton. Grâce aux liens familiaux, aux transactions audacieuses qu'elle a fait, ils sont devenus des barons et des baronnes de la laine. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Son manoir est conservé en tant que musée à Punta Arenas. C'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, la fondation Sarah Brown a été créée à sa mort. Elle existe encore et elle offre des bourses d'études aux étudiants pour l'enseignement supérieur. C'est très, très intéressant. Moi, je l'ai visité quand je suis allée, puis j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Une autre chose qu'il faut absolument essayer quand on va en Amérique du Sud, c'est le fameux drink Pisco Sour, qui est un cocktail emblématique d'Amérique du Sud, dont l'origine, ben, ils se battent entre le Pérou et le Chili pour dire que c'est de là que ça vient. Le Pisco Sour du Chili, et beaucoup plus simple, jus de lime, ben, on met du pisco brandy, jus de lime, sucre et piment du Chili. Alors, ceux qui voudront venir avec moi, on va aller dans un beau petit bar typique pour déguster le fameux pisco sour. On va sortir du détroit de Magellan pour se retrouver du côté de Puerto Madryn. Donc là, on a vraiment ressorti, on est revenu du côté de l'Atlantique. Puerto Madryn est une charmante ville côtière. Elle est vraiment très, très belle, située au nord de la Patagonie argentine, sur les rives du Golfo Nuevo, le golfe Nouveau. Elle est réputée vraiment pour sa faune marine exceptionnelle, ses plages magnifiques, c'est sa proximité avec la péninsule de Val d'Èze qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous n'avez pas encore vu de petits manchots de Magellan, la plus grande colonie de manchots de Magellan se retrouve à Punta Tombo, qui est vraiment pas très loin de Puerto Madryn. Dépendant du nombre de passagers qu'on aura, je vais essayer de faire une excursion privée pour la péninsule de Val d'Èze. Mais c'est quand même très, très cher pour faire une journée dans la péninsule de Val d'Èze. Si on a assez de personnes, je vais essayer de le faire. Sinon, Celebrity le fait en anglais. Mais voici comment c'est disposé la péninsule de Val d'Èze. Alors, vous voyez, nous, on arrive à Puerto Madryn, qui est ici. Vous voyez, c'est vraiment un golfe. Et dans le golfe, on retrouve beaucoup de mammifères marins, dont des baleines. On risque de voir des baleines si on n'en a pas vu encore. Et vous voyez cette fameuse péninsule de Val d'Èze. C'est vraiment l'endroit où on peut observer les animaux dans leur habitat
naturel. C'est un sanctuaire de la nature exceptionnel et c'est pour ça qu'il a été déclaré patrimoine de l'UNESCO en 99. Vous voyez ici les belles plages. Quand même, si on ne va pas du côté de la péninsule de Valdez. Ah, j'ai enlevé ma petite photo. Vous voyez ici, là, j'aimerais ça vous le montrer. Je pensais que j'avais une photo. Le fameux petit animal qui est là, c'est un guanacos. Un guanacos, on n'en voit pas beaucoup. On en voit surtout à la péninsule de Valdez. C'est un genre de lama, mais pas comme les lamas qu'on est habitué de voir. Et on peut voir beaucoup de choses sur la péninsule de Valdez. Alors, comme je vous disais, il y a de très belles plages. Ceux qui voudront profiter des plages pourront le faire à Puerto Madryn. Ensuite, le dernier escale avant de retourner à Buenos Aires, c'est Punta del Este. On est de retour du côté de l'Uruguay. Punta del Este, c'est le Saint-Tropez de l'Uruguay. Euh, la richesse. Vous allez voir des hôtels, des clubs, beaucoup de quartiers privés. Vous en voyez un à droite, en bas et à gauche, en haut. Beaucoup, beaucoup de quartiers résidentiels privés où on voit des gens célèbres, des boutiques chics, des galeries d'art. On peut faire comme à Saint-Tropez excusez l'anglicisme, people watching. Alors, on s'assoit un petit café, on regarde les gens sortir de leur voiture avec leur sac à main qui vaut des milliers de dollars. C'est vraiment très agréable. La photo en haut à droite, c'est la fameuse Mano. Je vais vous montrer une autre photo pour vous en parler de plus en plus. Comme je vous disais que ça ressemble beaucoup à Saint-Tropez, hein, vous le voyez ici avec la fameuse marina. Du côté de Punta del Este, on peut faire des visites dans les vignobles uruguayens qui s'appellent la région de Maldonado. C'est à peu près là, à 45 minutes, ben, dépendant de l'endroit du vignoble, là, mais c'est à 45 minutes, 1 heure de notre navire. Donc, ça se fait très, très bien. Donc, vous comprenez quand je vous dis qu'on peut faire vraiment de tout dans cette croisière-là. Et la fameuse Mano, hein, c'est très, très grand, là. Alors ça, c'est l'Ameno de Punta del Este, aussi appelé la main. C'est vraiment le monument le plus emblématique de l'Uruguay. Vous l'avez déjà sûrement vu sur tout ce qui est touristique de l'Uruguay. On voit cette fameuse main qui sort de la plage. C'est Playa Brava. L'œuvre est souvent interprétée comme un avertissement aux nageurs, hein, parce que vous voyez, c'est une très belle plage, mais il y a beaucoup de vagues. Donc, c'est un avertissement pour faire penser, pour rappeler aux nageurs que la main qui est en train de se noyer, là, que les eaux peuvent être parfois très dangereuses. Alors, nous, on va arrêter là, on va prendre les photos avec la mano. Et on revient bien sûr du côté de Buenos Aires et on va tout de suite prendre le vol. Alors ça se prend bien, c'est un vol en après-midi, donc on n'a pas besoin de faire une journée de plus. Quand c'est terminé, on s'en va à la maison. Ce qui est agréable avec Celebrity, quand c'est un groupe, alors notre groupe, vous avez le forfait boisson classique qui est inclus. Vous avez les pourboires sur le forfait boisson. Vous avez le Wi-Fi classique et aussi, si vous regardez sur notre pamphlet, les pourboires cabine d'une valeur de 336 sont aussi inclus dans le prix. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût. En tout cas, moi, je me suis donné le goût. J'ai très, très hâte d'y aller. Si vous avez des questions, je vous conseille d'enlever le mode sourdine. Si vous ne savez pas comment, sur votre audio, il y a une petite barre rouge. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir parler. Alors, est-ce qu'il y a des questions? En fait, Nathalie, c'est France, merci infiniment. C'est tellement intéressant ton itinéraire que tu nous as proposé. Ça nous donne envie d'y aller. Et juste aussi spécifier aux gens que le départ est garanti, hein, Nathalie. On a dernièrement, c'était des bonnes nouvelles de garantir le départ. Alors, je pense que c'est important pour les gens qui le sachent.
Oui, c'est une bonne mention. Franck, je l'avais oublié parce que ça vient d'arriver. Oui, c'est ça, Je suis très contente. Et comme je disais, il faut quand même faire assez vite avant que Célébrité vienne reprendre nos cabines. tout à Est-ce que fait. j'ai des questions? Moi, je vois pas le chat. Est-ce que toi, tu le vois, France? Non, moi non plus, je le vois pas, mais les gens, s'ils peuvent enlever leur mode sourdine, je pense que ce serait la meilleure façon. On le rappelle aux gens. Oh, Je veux aussi rappeler peut-être, France, que mhm. j'ai déjà une dame qui cherche un Ah partage. oui, bonne idée. Oui, alors si vous êtes une dame seule, j'ai déjà une demande de partage. Vous avez qu'à communiquer avec votre conseiller ou conseillère en voyage et il communiquera avec nous. Puis on vous met en contact, etc., etc. Ben, c'est super, Nathalie. Toujours aussi intéressant. Je vois pas de questions, en fait, et les gens ne se sont pas démutés. Disons que c'était quand même assez explicite, très bien détaillé, comme toujours. Alors, Nathalie, on souhaite effectivement que les gens aillent du côté de leur agence, que le Voyage Transat, membres de groupe et compagnie, pour faire des réservations. Comme tu dis, le temps presse un peu parce que les compagnies de croisière, c'est quand même un itinéraire qui est hyper populaire, donc ce qui fait en sorte que les compagnies de croisière, on a bloqué les espaces, mais ils nous donnent quand même là, des temps restreints. On est en septembre, imaginez. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. On est, tu sais, 6 mois avant parce que le navire va être plein. Ça, c'est sûr. C'est sûr, Ça, sûr, c'est sûr. certain. On le sait déjà. Alors, j'espère que vous allez venir avec moi sur ce superbe voyage. Et comme je disais, si vous avez d'autres questions, parce que des fois, le soir en jasant, vous avez d'autres questions, passez par votre conseillère en voyage qui va facilement communiquer avec moi, puis je pourrai répondre à vos questions. Merci Nathalie, merci tout le monde. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci Nathalie. Au revoir. Bye. Bienvenue. Bye bye. Superbe, bel itinéraire, Nathalie. Merci, Diane. Merci, Étienne. Ouais. Je vais te voir sur le navire. Super. Super. Bye. Nathalie, Nathalie, est-ce- Nathalie, c'est Nathalie, Anne. c'est Anne. Oui. Oui. Est-ce que le Est-ce que genre de le genre de température température pour l'habillement? pour l'habillement? Là, je t'entends Là, je très mal t'entends très mal et je m'entends et très je mal aussi. m'entends très mal aussi. OK. On s'écrit. On On s'écrit. va peut-être parler, On peut mais te parler, mais mets-toi en sourdine mets-toi puis je vais sur dire, répondre. puis je vais répondre. OK. OK. Alors, Alors, la température, ben là, c'est dommage parce que les gens quittent, mais la température, ça passe du nord là, vers Buenos Aires. Il peut faire 25-30, mais quand on est du côté de Ushuaia, il peut faire 10-15. Ça dépend s'ils vendent. Alors, c'est vraiment un itinéraire où on doit amener du linge en couche, c'est-à-dire on met un t-shirt, on met un gilet de laine, on met un coupe-vent, on amène nos petits gants, puis on amène notre sucre. C'est comme ça. Mais c'est ça qui fait la beauté de cet itinéraire-là. Il y a de tout dans cette croisière-là. Alors, j'espère, Anne, que j'ai répondu à ta question. Oui, je te remercie beaucoup, Nathalie. Merci. Super, ça serait le fun que tu viennes avec nous. Oui, oui, oui. C'est très tentant. Ah ouais, let's go. Oui. On vit une fois. Merci. Bye bye.